Alors bonjour Guillaume Fay, Bonjour. où vont mener les attentats de Paris du 13 novembre selon vous? Ce qui s'est passé, d'abord c'est l'attentat le plus meurtrier qu'on ait eu sur le sol français. C'est évidemment un acte de guerre. Giscard d'Estaing a dit non, non, c'est pas une guerre parce qu'il n'y a pas une invasion. Si, justement, on le verra tout à l'heure, il y a une invasion. Alors que Giscard lui-même avait été le premier à dire qu'il n'y avait pas d'invasion dans les années 80 en parlant de l'immigration. Ça va mener à une continuation. C'est-à-dire que ce n'est qu'un début. On est dans une situation de guerre. Cet attentat fait suite, moi ce que j'ai toujours dit partout, dans tous les tests que j'ai fait partout, cet attentat fait suite à ceux très nombreux qui ont eu lieu déjà par le passé depuis les années 80, faut pas l'oublier, pas seulement en France, mais à Londres, à Madrid, un peu partout, même hier, même en Tunisie, etc. Cet attentat, évidemment, il va y avoir une continuité, il va y avoir une continuation. Bon. Donc ça va continuer, c'est un état de guerre endémique, de guerre de basse intensité, et ça va d'autant plus continuer que la situation, je dirais, militaire, est une situation ingérable, puisqu'on est en face d'un État français et d'États européens qui ont en face d'eux une population migrante, d'immigrés, d'invasion migratoire, de plus en plus importante, à 90% musulmanes, qui comporte un certain nombre de djihadistes, et qui n'est pas maîtrisable ni par les services de renseignement, ni par la police, ni par l'armée. Donc on est effectivement dans une situation très grave, très très grave, avec, comme l'a dit ce qu'on appelle Daesh, comme l'a dit Daesh, qui risque effectivement de suivre. Donc on est dans une situation dans laquelle il va y avoir, comme avec des séismes, des répliques, et des répliques peut-être de plus en plus importantes, avec des attentats de très grande ampleur, avec des conséquences économiques très graves sur les activités, sur une espèce de sidération, de torpeur de l'opinion publique. Alors ce qui est fascinant, c'est la réaction des opinions publiques. C'est-à-dire que ces attentats, disent les médias du système, disons, ces attentats sont la conséquence de l'islamophobie et ne sont pas du tout la conséquence de l'islam. Ces attentats sont la conséquence des islamistes et non pas de l'islam en tant que tel. Et surtout, les réactions sont des réactions de peur, sont des réactions, je dirais, de larmoiement, de larmes. Et malheureusement, ce n'est pas des réactions de colère, ce n'est pas des réactions viriles, c'est des réactions de gens qui sont faibles, qui se soumettent, qui essaient de tendre la joue gauche quand on leur frappe la joue droite, qui parlent de terrorisme alors qu'il ne s'agit pas de terrorisme, il s'agit de l'islam en tant que tel. C'est-à-dire qu'il s'agit de la reprise d'un processus qui date du 7e siècle. Du 7e siècle. Comme je l'ai écrit dans mon livre L'archéofuturisme, eh bien, dans le futur, on assiste à un ressurgissement fondamental du passé. C'est-à-dire que ces espèces de pression de l'islam en tant que tel sur l'Europe, qui avait été stoppée à plusieurs reprises, qui a repris à plusieurs reprises, continue aujourd'hui de manière d'autant plus dramatique qu'il y a une invasion démographique massive. Il y a en France actuellement entre 6 et 8 millions de musulmans, en majorité jeunes, et qui se radicalisent, qui sont travaillés par le salafisme. Donc ce qu'on peut dire, c'est que, comme le dit une musulmane qui est très courageuse et qui est très lucide sur ce qui se passe, qui est une Somalienne qui est actuellement à l'université, qui est aux États-Unis comme professeur, qui s'appelle Ayan Hirsi Ali. Elle dit « Nous allons en Europe ». Elle le dit dans une tribune du Monde que le Monde a dû avoir du mal à passer, d'ailleurs, mais ils l'ont quand même passé. Elle le dit, et elle dit que nous allons vers une guerre civile, que nous allons en Europe vers une guerre civile de nature ethnique et religieuse, et l'Europe, dans une dizaine d'années, l'Europe de l'Ouest tout au moins, risque de ressembler à ce qu'ont été les Balkans dans les années 70 et ce qu'est aujourd'hui le Moyen-Orient. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... alors elle, on lui demande quelle est la solution, elle dit la solution, c'est pas compliqué, c'est une Somalienne qui le dit. C'est pas M. Estrosi, c'est pas Marine Le Pen, c'est pas etc. Elle dit, il faut construire une forteresse Europe, dotée d'un nouveau rideau de fer à l'Est et d'un cordon sanitaire naval en Méditerranée et dans l'Adriatique. Donc, moi je pense que le plus grave, c'est pas seulement ces attentats qui ne sont qu'un symptôme, c'est un symptôme. Mais le plus grave, c'est la cause, dont les Européens sont parfaitement responsables, c'est-à-dire c'est la lutte de
depuis la nuit des temps des peuples les uns contre les autres, c'est que nous sommes actuellement envahis, comme je l'ai toujours dit, par une certaine population sous la bannière de l'islam et qui en Europe se radicalise, et se radicalise de plus en plus par haine pour nous. Et donc c'est une situation qui est ingérable et qui ne pourra déboucher, la solution ne pourra déboucher, à mon avis, que dans un contexte de crise extrêmement grave. Car ne vous faites pas d'illusions, ces attentats vont continuer, ce n'est pas un simple problème de police, on s'imagine que c'est un simple problème de police et de technique, que ça va s'arrêter parce que techniquement on va contrôler les gens dans les trains, on va mettre des portiques de sécurité. Mais non, ça se passe dans les têtes tout ça, ça se passe dans les têtes et dans la démographie. Ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus radicalisés, de plus en plus salafisés, si vous voulez. Alors là, on va essayer de faire, c'est un ridicule achevé, c'est un ridicule total. On va essayer de faire des centres de déradicalisation. On va leur expliquer, oh ben vous revenez de Syrie, mes chers amis, soyez gentils, on va vous mettre dans un centre de déradicalisation, puis on va vous expliquer, il faut être très gentil, hein, il faut être très sympathique. Hein. C'est d'une naïveté totale, je veux dire, c'est d'une naïveté totale. Et quand on pense que tous ces gouvernements n'ont absolument rien fait, maintenant ils se retrouvent avec 130 morts, ils se retrouvent avec 130 morts sur les bras, et ça va continuer, après avoir dit, mais non, il faut être gentil, il faut être sympathique, etc. Donc c'est absolument hallucinant, quoi. On a eu des médecins qui prescrivaient à un alcoolique de continuer à boire du whisky, et maintenant ils se rendent compte qu'il a une cirrhose du foie, voilà, c'est ça. L'islam est-il un ennemi? Alors, l'islam c'est pas une question d'ennemis et d'amis, c'est l'islam qui nous désigne, nous, comme ennemis, depuis le 7e siècle. N'oublions pas ce qui s'est passé entre 632, la mort de Mahomet, et 732, cette extraordinaire expansion guerrière de l'islam, qui est une religion idéologique à tendance fondamentalement guerrière, qui est inscrite dans les sourates du Coran. Le Coran, que nous l'oublions pas, est la parole dite de Dieu. Donc l'islam de tout temps a voulu faire le djihad, c'est-à-dire la conquête. Donc la conquête des autres, pas seulement de nous, mais du monde entier. L'islam est divisé en 3, je dirais, moments épistémologiques. Le premier, c'est ce qu'ils appellent le dar al-sour, ou le temps de la trêve. Quand le musulman est faible, quand le musulman est en position de faiblesse, il pratique la taqiyya, c'est-à-dire la ruse et le mensonge, en disant nous ne sommes pas dangereux, nous sommes gentils, nous sommes sympathiques. Deuxième moment que nous vivons aujourd'hui, ce qu'ils appellent le dar al-harb. Le dar al-harb, c'est le moment de la guerre, où l'on conquiert les autres, parce qu'on est certain d'avoir la vérité révélée, et qu'on ne supporte pas tout ce qui n'est pas l'islam. Donc, on désigne les autres comme ennemis. Et le troisième moment, c'est la conquête. C'est le dar al-islam, le temps de la soumission, et leur but, c'est évidemment, et ça a toujours été leur but, et c'est écrit dans tous les textes, la conquête de l'Europe. En plus, avec un phénomène de vengeance et de revanche, parce que l'islam a été humilié, il ne faut pas l'oublier, par la colonisation des Européens, pendant tout le 19e siècle, ça a commencé avant d'ailleurs, et à partir du moment où les frères musulmans sont nés en Égypte dans les années 20, il y a eu une reprise de l'offensive de l'islam, dont la première vision est l'Europe. C'est la raison pour laquelle moi je dis que nous, Européens, quand nous disons nous n'avons pas d'ennemis, comme disaient Julien Freund et Carl Schmitt, quand tu n'as pas d'ennemis, c'est l'ennemi qui te désigne, et tu peux rien, c'est lui qui te désigne. Tu ne peux pas dire j'ai pas d'ennemis, c'est l'ennemi qui te désigne, c'est pas toi qui choisis ton ennemi. Si quelqu'un te déteste et te désigne comme ennemi, il te désigne comme ennemi. Hein, actuellement, on dit le drame, c'est l'islamophobie. Ça, c'est du masochisme incroyable des Européens. Mais combien l'islamophobie a-t-elle fait de morts en cette année 2015? 0 mort. Et combien la haine de l'islam pour l'Occident a-t-il fait de morts? Ben, il en a fait à peu près 160 depuis le début 2015, rien qu'en France. Et je dis pas dans d'autres pays comme la Tunisie, etc., l'Angleterre, bon. Hein, voilà. Donc, évidemment, l'islam nous désigne comme ennemis, mais depuis très longtemps, en réalité depuis très longtemps dans l'histoire, ce que toutes nos élites refusent de voir, par déni total de la réalité, par mensonge idéologique profond. Bien entendu, c'est pas nous qui désignons l'islam comme ennemi, c'est eux qui nous désignent comme ennemis, donc objectivement ce sont nos ennemis. Moi ça ne me dérange pas que les musulmans vivent dans leur pays et qu'ils fassent ce qu'ils veulent. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, je ne suis pas du tout favorable, comme d'ailleurs cette femme remarquable que j'ai citée, Ayaan Hirsi Ali, à des interventions militaires contre Daesh en Syrie. Parce que ce qu'elle dit très justement, c'est que
et j'essaie de la citer, même si on éliminait Daesh en Syrie, là on passe pour des croisés, n'est-ce pas? On passe pour des croisés qui agressent l'islam. Même si on éliminait Daesh en Syrie, l'agression contre l'Europe continuerait exactement de la même manière avec d'autres organisations, avec d'autres choses. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Quels peuvent être les meilleurs alliés de l'Europe en cas de conflit? Alors pour l'instant, en cas de conflit, c'est très difficile à dire. Quels pourraient être les meilleurs alliés de l'Europe? Le premier allié de l'Europe, pour l'instant, ça devrait être la Russie. Ça ne devrait pas. Mais là, maintenant, malheureusement, on a diabolisé la Russie, on a diabolisé Vladimir Poutine, etc. Deuxièmement, il faudrait prendre l'exemple de l'État d'Israël, qui lui connaît le problème et sait comment faire contre le terrorisme par une espèce de logique de profond bon sens. Troisièmement, il faut se méfier des États-Unis, qui sont à la fois un allié, parce qu'eux aussi sont menacés plus ou moins par l'islam, mais en même temps jouent un double jeu ou un triple jeu. Parce que leur but est aussi de vouloir islamiser l'Europe. Donc là encore, on a une position très compliquée avec les États-Unis, en sachant que la population américaine n'est pas exactement ce qu'est le gouvernement américain, mais globalement, je dirais que l'allié principal de l'Europe, actuellement, c'est ni la Chine qui est totalement indifférente, c'est ni la Turquie qui joue un double ou triple jeu, ce ne sont ni les pays musulmans dits modérés, qui de toute façon sont très fragiles, je pense à la Tunisie ou au Maroc, et qui ne seront pas fiables à long terme. Les principaux alliés de l'Europe, actuellement, à mon avis, c'est la Russie. Ça me semble être la Russie. Et le principal modèle de lutte contre le terrorisme, ça me semble être l'État d'Israël. Voilà la réponse à cette question. Croyez-vous à un éveil européen? Alors moi je crois à un éveil européen sans trop y croire. C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités. Soit c'est ce que on a pu appeler la mort tiède, c'est-à-dire les Européens se laissent envahir, ne font plus d'enfants, se laissent aller. Donc là c'est une mort un peu comme quelqu'un qui meurt tranquillement dans son lit. C'est une possibilité, ça serait la pire des possibilités. C'est pour ça que je ne pense pas que le terrorisme soit une chose extrêmement grave en tant que telle. Le plus grave, c'est la mort dans son lit. Le plus grave, c'est le déclin démographique, c'est une civilisation qui meurt, qui s'épuise. Je crois aux tensions dialectiques. En revanche, je pense qu'il peut y avoir un réveil européen, mais il peut y avoir. C'est pas certain qu'il y en ait un, tellement on voit à quel point nous sommes dévirilisés. Si les Européens prennent conscience dialectiquement qu'il y a une guerre et que cette guerre permet d'unir les Européens, de les unir, non pas autour des petits nationalismes, mais de les unir autour d'une forteresse Europe, comme le dit cette Somalienne, que c'est une Somalienne qui le dit, forteresse Europe, c'est une Somalienne qui le dit, c'est même pas les cadres européens qui ont peur. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on prend conscience qu'on est agressé, comme le dit Carl Schmitt, quand on prend conscience qu'on est agressé, quand on prend conscience d'un danger, eh bien, dans ces cas-là, les culpabilités s'effondrent, les masochismes s'effondrent, et il peut y avoir une véritable renaissance européenne. C'est une possibilité, évidemment, qui effraie complètement les mentalités de gauche ou de droite actuelles, totalement politiquement correctes, bien entendu, mais c'est une possibilité. Mais on ne peut pas prévoir l'avenir. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il faut prendre ces attentats, il faut prendre cette agression, il faut prendre ce conflit avec l'islam, peut-être comme une chance, comme un retour de l'histoire. Le pire, c'est quand il n'y a plus d'histoire. C'est quand on baigne dans une société ultralibérale mondiale qui se veut une sorte de supermarché gigantesque à l'échelle du monde, où il n'y a plus aucun sens de l'histoire, où il n'y a plus rien. Au moins, l'islam ramène, et non seulement l'islam, mais disons l'immigration extra-européenne, ramène l'histoire, ramène le sens de l'histoire. On n'a jamais été autant inséré dans l'histoire. Maintenant, c'est aux Européens eux-mêmes de se prendre en charge et de dire, ça peut être une chance pour un réveil, ça peut être une chance pour la construction, enfin, d'une Europe unie. Voilà ce que j'ai à dire sur cette question, mon cher ami. Merci beaucoup.